Des voyous d'école ont essayé de lui voler ses crayons et de détruire ses baskets. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Jean-Pierre Dubois se tenait à l'entrée du lycée Victor Hugo, serrant son sac à bandoulière en cuir usé contre sa poitrine comme un bouclier. À 17 ans, il n'était ni grand ni imposant, juste de taille moyenne avec une silhouette mince qui le faisait paraître plus jeune que son âge. Ses cheveux châtains tombaient sur son front en mèches désordonnées, cachant partiellement des yeux noisettes qui semblaient tout observer sans rien révéler. Le jean délavé et le simple sweat à capuche gris qu'il portait ne le distinguaient pas des dizaines d'autres élèves, ce qui lui convenait parfaitement. Son sac à dos, bien qu'usé sur les bords, était méticuleusement organisé, chaque fermeture éclair soigneusement sécurisée et chaque sangle ajustée à la longueur précise qui répartirait le poids uniformément sur ses épaules. Même sa posture, bien qu'apparemment décontractée, reflétait des années de discipline héritées de l'influence de son père, ancien gendarme. Ses biens les plus précieux étaient les baskets blanches immaculées à ses pieds, un cadeau de sa grand-mère avant son décès, et la trousse soigneusement organisée dans son sac, remplie de matériel de dessin qu'il avait économisé pendant des mois pour acheter. Les baskets étaient simples mais élégantes, avec des détails qui témoignaient de leur qualité. Chaque matin, Jean-Pierre les nettoyait soigneusement, enlevant toute trace de frottement de la veille. La trousse contenait des outils de dessin qu'il avait acquis un par un, des crayons graphite allant de 6R à 8B, des estompes, une gomme blanche immaculée, des crayons de couleur dans des tons vibrants et des porte-mines avec des poids de mine précis. Ces objets représentaient plus que de simples objets matériels pour Jean-Pierre. Ils étaient des symboles des rêves et des souvenirs qu'il portait avec lui alors qu'il naviguait dans un nouveau lycée. Victor Hugo était son 3e lycée en 4 ans. Grâce à la carrière de son père dans la gendarmerie qui obligeait leur famille à déménager constamment d'une caserne à l'autre à travers le pays. Jean-Pierre avait appris il y a longtemps qu'être le nouveau venu signifiait devenir une cible, alors il avait développé une stratégie consistant à faire profil bas, à rester invisible et à attendre le transfert inévitable qui l'emmènerait ailleurs. Le bâtiment lui-même était un vaste complexe de briques rouges et de verre, avec de longs couloirs qui résonnaient des bruits de casiers qui claquent et de conversations précipitées. Les murs étaient tapissés de vitrines présentant des décennies de réalisations sportives, de distinctions universitaires et de photos fanées des promotions qui remontaient à la fondation de l'école. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant une lumière blanche crue qui rendait tout légèrement irréel, tandis que les sols en linoléum poli reflétaient le mouvement de centaines d'élèves comme un miroir déformé. Ce que personne de ses nouveaux camarades de classe ne savait, c'est que Jean-Pierre avait passé les 8 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes sous la direction de son oncle. Chaque mouvement, chaque transfert, chaque nouvelle caserne avait inclus la recherche d'un dojo local, où il pouvait continuer à perfectionner des compétences qui étaient devenues une seconde nature. Son oncle, un ancien opérateur des forces spéciales, lui avait inculqué non seulement les techniques physiques, mais aussi la discipline et la retenue qui accompagnent une véritable capacité de combat. La puissance sans contrôle n'est que violence, disait toujours son oncle. Utilise-la seulement quand tu n'as pas d'autre choix. La première semaine à Victor Hugo s'est déroulée sans incident. Jean-Pierre a trouvé ses classes, localisé son casier et établi une routine qui l'a maintenu largement inaperçue. Il déjeunait seul dans un coin de la cantine, dessinait pendant les heures creuses et parcourait les couloirs avec l'invisibilité pratique de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art de se fondre dans la masse. C'est au cours de sa 2e semaine que Maxime Lemaire l'a remarqué pour la première fois. Maxime était tout ce que Jean-Pierre n'était pas, grand, large d'épaules, avec le genre de confiance naturelle qui vient du fait de ne jamais avoir à remettre en question sa place dans la hiérarchie sociale. Mesurant près d'1,80 m, avec une carrure musclée grâce à des heures passées dans la salle de musculation, Maxime attirait l'attention partout où il allait. En tant que star de l'équipe de rugby et fils du maire de la ville,
Maxime avait pris l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait et de faire face à peu de conséquences lorsqu'il le prenait par la force. Ses cheveux châtains étaient toujours parfaitement coiffés avec du gel coûteux, ses vêtements portaient des marques de créateur, et son sourire portait le genre de cruauté qui ne vient que de quelqu'un qui aime avoir du pouvoir sur les autres. Il y avait quelque chose de prédateur dans la façon dont Maxime se déplaçait dans les couloirs, ses yeux scrutant constamment la faiblesse. Il portait sa veste de l'équipe même par temps chaud, les écussons l'ornant comme des médailles de conquête. « Belle chaussure !» a dit Maxime un mardi matin, bloquant le chemin de Jean-Pierre vers son casier. Ses deux compagnons constants, Lucas Moreau et Théo Garnier, le flanquaient comme de fidèles chiens d'attaque. Lucas était plus petit que Maxime, mais plus trapu, avec des cheveux roux coupés courts et des taches de rousseur qui le faisaient paraître faussement innocent. Théo était le plus grand des trois, dégingandé avec des cheveux blonds sales et des yeux bleus froids, qui semblaient trouver de l'humour dans l'inconfort des autres. Jean-Pierre baissa les yeux sur ses baskets blanches, puis releva les yeux vers Maxime. « Merci », dit-il doucement, essayant de contourner le trio. « Où les as-tu eus ?» insista Maxime, ne bougeant pas. « Elles ont l'air chères pour quelqu'un qui fait ses courses dans les friperies. »« C'était un cadeau », répondit Jean-Pierre, sa voix stable malgré le nœud familier qui se formait dans son estomac. Il reconnut la lueur prédatrice dans les yeux de Maxime, le même regard qu'il avait vu chez des dizaines de brutes dans des dizaines d'écoles. « Un cadeau ?» ricana Lucas. « De qui, ton assistante sociale ?» Théo rit avec lui, mais Maxime leva une main pour faire silence. Ses yeux étaient passés des chaussures de Jean-Pierre au sac à bandoulière en bandoulière sur son épaule. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, le nouveau ?»« Juste des affaires d'école, » dit Jean-Pierre, resserrant sa prise sur la sangle. « Des affaires d'école comme quoi ?» Maxime tendit la main et effleura le sac avec son doigt. Il a l'air bien rempli pour juste des manuels. La cloche sonna, signalant le début de la première heure, et Maxime s'écarta avec une courtoisie exagérée. « À plus tard, Dubois, » dit-il, faisant en quelque sorte sonner le nom de famille de Jean-Pierre comme une insulte. Alors que Jean-Pierre se précipitait en classe, il pouvait sentir le poids de l'attention de Maxime comme une cible peinte sur son dos. Il avait vu ce schéma trop de fois auparavant. Le sondage initial, le test des limites, l'escalade progressive qui se terminerait soit par son transfert dans une autre école, soit par une confrontation qu'il voulait désespérément éviter. Le harcèlement a commencé petit, comme toujours. Maxime et ses amis apparaissaient partout où Jean-Pierre se trouvait, faisant des commentaires sur ses chaussures, ses vêtements, son attitude calme. Ils le heurtaient dans les couloirs, le faisant tomber ses livres. Il s'asseyait près de lui au déjeuner, parlant fort des élèves boursiers et des cas de charité, tout en lançant des regards appuyés dans sa direction. Jean-Pierre a tout enduré, avec la même patience stoïque qu'il avait développée au fil des années de pratique. Il ramassait ses livres tombés sans se plaindre, ignorait leurs commentaires et se concentrait sur ses œuvres d'art pendant les quelques moments de calme qu'il pouvait trouver. Son carnet de croquis est devenu son refuge, rempli de dessins détaillés qui l'aidaient à gérer le stress et la colère qu'il gardait soigneusement enfermés à l'intérieur. Mais Maxime ne se contentait pas d'un harcèlement subtil. Après 2 semaines à regarder Jean-Pierre refuser de réagir, il a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'était un vendredi après-midi et Jean-Pierre était à son casier en train de rassembler des livres pour le week-end lorsque Maxime s'est approché avec Lucas et Théo à sa suite. Le couloir était surtout vide, la plupart des élèves étant déjà rentrés chez eux ou à des activités parascolaires. « Hé, Dubois !» a appelé Maxime, sa voix portant la fausse amabilité qui précédait toujours la cruauté. « Nous avons réfléchi à ta situation de chaussure. » Jean-Pierre a continué à organiser ses livres sans se retourner. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Ces baskets blanches, » a continué Maxime, se rapprochant. « Elles sont beaucoup trop propres. Quelqu'un qui les a vraiment méritées les aurait déjà salies. Ça me fait penser que tu ne les as peut-être pas méritées du tout. » « Peut-être devrions-nous aider à réparer ça, » a ajouté Lucas, s'avançant à côté de Maxime.
Jean-Pierre s'est finalement retourné, serrant sa trousse dans une main et son carnet de croquis dans l'autre. « Je veux juste rentrer chez moi, dit-il doucement. « Pas si vite, a dit Théo, tendant la main pour saisir la trousse. Voyons quel genre de fourniture d'art fantaisie l'élève boursier pense mériter. » Jean-Pierre a retiré sa main, mais Lucas était déjà en mouvement, attrapant le carnet de croquis. Dans la brève lutte, plusieurs crayons se sont éparpillés sur le sol et le pied de Maxime est tombé lourdement sur la basket gauche de Jean-Pierre, laissant une marque noire sur le cuir blanc immaculé. « Oups !» a dit Maxime avec une fausse innocence. « Regarde ce qui est arrivé à tes jolies chaussures. » Jean-Pierre fixa la marque de frottement. Quelque chose de froid et de dur s'installant dans sa poitrine. Ce n'était pas que des baskets, c'était le dernier cadeau que sa grand-mère lui avait fait avant que le cancer ne lui enlève sa voix, puis sa vie. Les crayons qui roulaient sur le sol sale du couloir n'étaient pas que des fournitures d'art. Ils représentaient des semaines d'économie sur l'argent du déjeuner et de petits boulots pour se payer les outils dont il avait besoin pour la seule activité qui lui apportait la paix. « Ramasse-les », ordonna Maxime, faisant un geste vers les crayons éparpillés. À quatre pattes, l'élève boursier. Pendant un moment, Jean-Pierre ne bougea pas. Il pouvait sentir la poussée familière d'adrénaline que son oncle lui avait appris à reconnaître, la façon dont son corps se préparait automatiquement au combat, alors même que son esprit exhortait à la retenue. Il prit une profonde inspiration, forçant ses muscles à se détendre, et s'agenouilla lentement pour ramasser ses crayons éparpillés. « C'est mieux, » dit Maxime, plaçant son pied sur le carnet de croquis de Jean-Pierre alors qu'il tendait la main pour le saisir. « Tu connais ta place ?» Jean-Pierre se releva lentement, sa trousse manquant maintenant plusieurs de ses contenus et son carnet de croquis portant une empreinte sale sur la couverture. Maxime et ses amis s'éloignaient déjà, riant entre eux de leur dernière victoire. Ce week-end, Jean-Pierre a essayé de nettoyer la marque de frottement de sa basket, mais la marque de semelle en caoutchouc noir avait été incrustée trop profondément. Chaque fois qu'il baissait les yeux sur ses pieds, il voyait l'acte de destruction délibéré de Maxime et quelque chose à l'intérieur de lui a commencé à changer. Le lundi a apporté un nouveau niveau d'agression de la part de l'équipe de Maxime. Ils ont commencé à marcher délibérément sur les chaussures de Jean-Pierre dans les couloirs, chaque accident laissant de nouvelles marques sur le cuir blanc. Il faisait tomber sa trousse de son bureau pendant les cours, en voyant ses fournitures soigneusement organisées rouler sur le sol, pendant que les professeurs étaient distraits ou choisissaient simplement de ne pas le remarquer. « Mains en beurre », disait Lucas avec un sourire narquois, alors que Jean-Pierre rampait sous les bureaux pour récupérer ses affaires éparpillées. Les autres élèves ont regardé ces humiliations quotidiennes avec le genre d'intérêt détaché habituellement réservé à la télé-réalité. Certains avaient l'air mal à l'aise, quelques-uns semblaient même compatissants, mais aucun n'est intervenu. Jean-Pierre comprenait leur réticence. Le père de Maxime était le maire. Maxime lui-même était populaire et athlétique, et s'impliquer ne ferait que les transformer en cibles aussi. Madame Dubois, sa professeure d'art plastique, était la seule adulte qui semblait remarquer ce qui se passait. Après avoir vu Jean-Pierre arriver en classe pour le 3e jour de suite, avec des baskets sales et une apparence échevelée, elle l'a gardé après le cours. « Tout va bien, Jean-Pierre » a-t-elle demandé, sa voix douce mais inquiète. « Tu sembles distrait ces derniers temps. » Jean-Pierre baissa les yeux sur ses mains, encore tachées de fusain de l'exercice de dessin du jour. « Je vais bien, Madame Dubois. Je m'adapte juste à une nouvelle école. » Elle étudia son visage pendant un long moment, voyant clairement à travers sa déviation. Parfois, l'adaptation prend du temps. Mais souviens-toi, il y a des gens ici qui veulent t'aider si tu en as besoin. Jean-Pierre hocha la tête, appréciant sa gentillesse, même s'il savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse vraiment faire. Maxime était trop prudent pour l'intimider ouvertement devant les professeurs, et l'administration de chaque école que Jean-Pierre avait fréquentée semblait plus intéressée à éviter les problèmes qu'à les résoudre. Le point de rupture est survenu un mercredi à la fin du mois d'octobre. Jean-Pierre déjeunait seul à sa table habituelle dans le coin de la cantine,
le même endroit qu'il avait revendiqué depuis son premier jour à Victor Hugo. La table était stratégiquement positionnée pour lui donner une vue dégagée de toute la pièce tout en protégeant son dos contre le mur. La cantine était un espace immense avec de hauts plafonds, des tables en métal boulonnées au sol et des chaises en plastique dans des couleurs primaires délavées. Le niveau de bruit était écrasant, des centaines de conversations se fondant en un bourdonnement constant ponctué par le cliquetis des plateaux de déjeuner et des éclats de rire occasionnels. Jean-Pierre se frayait un chemin à travers un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ainsi qu'une pomme et une petite brique de lait au chocolat. Sa trousse était ouverte à côté de son plateau de déjeuner, l'éventail coloré de fournitures d'art visible comme un petit arc-en-ciel contre l'environnement terne. Il avait dessiné pendant les pauses déjeuner, trouvant du réconfort à mettre le crayon sur le papier. Le dessin d'aujourd'hui était une étude détaillée d'un cardinal qu'il avait vu à l'extérieur de sa chambre ce matin-là. C'est alors que Maxime s'est approché avec toute son équipe. Pas seulement Lucas et Théo, mais 4 autres membres de l'équipe de rugby qui s'étaient récemment joints au tourment quotidien. Ils se déplaçaient en meute, leurs pas se synchronisant d'une manière qui suggérait qu'il s'agissait d'une agression planifiée. « Dubois » a annoncé Maxime assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. « Nous devons parler. » Jean-Pierre a continué à manger son sandwich sans lever les yeux. « Je n'ai rien à te dire. C'est dommage, » a dit Maxime tendant la main et arrachant un crayon de la trousse ouverte de Jean-Pierre. « Parce que nous avons décidé que tes fournitures d'art sont trop belles pour quelqu'un comme toi. » Avant que Jean-Pierre ne puisse réagir, Maxime a cassé le crayon en deux et a laissé tomber les morceaux sur le plateau de déjeuner de Jean-Pierre. Lucas a immédiatement saisi un autre crayon et a fait de même, suivi par Théo et les autres. En quelques secondes, la collection soigneusement organisée de crayons de dessin de Jean-Pierre, chacun économisé et chéri, était cassée sur sa nourriture. « Oups !» a dit Maxime, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « On dirait que tu vas devoir en acheter de nouveaux. Peut-être demander à ton bureau d'aide sociale s'ils ont des fournitures d'art et d'artisanat. » La cantine était devenue silencieuse. Des centaines d'élèves regardant l'équipe de Maxime détruire systématiquement la seule chose qui apportait la paix à Jean-Pierre. Il fixa les crayons cassés, certains d'entre eux étant des grades rares et coûteux qu'il avait passé des mois à économiser pour acheter, maintenant éparpillés parmi les miettes de son déjeuner comme des rêves brisés. Mais Maxime n'avait pas fini. Il tendit la main et saisit la basket blanche immaculée de Jean-Pierre, celle qui portait encore la marque de frottement de leur première confrontation. « Tu sais quoi ?» dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je pense que ces chaussures ont besoin de plus de caractère. » Maxime sortit un marqueur permanent noir de sa poche, clairement prémédité, et commença à dessiner des lignes épaisses sur le cuir blanc. Jean-Pierre regarda avec une horreur figée le dernier cadeau de sa grand-mère être délibérément détruit, chaque marque une violation qui coupait plus profondément que n'importe quel coup physique. « Voilà !» dit Maxime, bouchant le marqueur avec une emphase théâtrale. « Maintenant, elles correspondent au reste de tes ordures. » Quelque chose à l'intérieur de Jean-Pierre s'est brisé, pas son esprit, mais le contrôle prudent qu'il avait maintenu pendant si longtemps. La voix de son oncle, toujours présente dans les moments de crise, sembla lui murmurer à l'oreille « Il arrive un moment où la retenue devient de la lâcheté, où refuser de se battre signifie permettre au mal de s'épanouir. » Jean-Pierre se leva lentement, ses mouvements fluides et contrôlés d'une manière qui aurait dû avertir Maxime qu'il avait affaire à quelque chose au-delà de sa compréhension. Toute la cantine sembla retenir son souffle alors que le nouvel élève calme se préparait finalement à répondre à des semaines de tourments systématiques. « Tu as fait une erreur !» dit Jean-Pierre, sa voix calme et stable malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. Maxime rit, le son cruel et méprisant. « Ouais ? Quelle erreur est-ce, l'élève boursier ?»« Tu pensais que j'étais faible ?» répondit Jean-Pierre, sortant de derrière la table avec le genre de grâce prédatrice qui vient d'années d'entraînement. « Tu pensais que je ne riposterais pas ?» Pour la première fois, Maxime sembla sentir que quelque chose avait changé.
Jean-Pierre ne se comportait plus comme une victime. Sa posture était droite, ses mouvements déterminés, et il y avait quelque chose dans ses yeux noisettes qui suggérait que Maxime venait de réveiller quelque chose qu'il n'était pas prêt à gérer. « Tu vas faire quelque chose », défia Maxime, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix qui trahissait son incertitude croissante. Jean-Pierre ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il bougea avec la précision fulgurante que son oncle lui avait inculquée à travers des milliers d'heures de pratique. Sa main droite jaillit dans un jab parfaitement exécuté qui attrapa Maxime en plein nez, l'impact produisant un craquement sec qui résonna dans la cantine silencieuse. Maxime chancela en arrière, du sang coulant de son nez, ses yeux grands ouverts de choc et d'incrédulité. Il s'attendait à ce que le nouvel élève se recroqueville, accepte l'humiliation, joue son rôle assigné de victime. Il ne s'attendait pas à se retrouver à recevoir un coup porté avec une technique de niveau professionnel. « Attrapez-le » cria Maxime à son équipe, mais Jean-Pierre bougeait déjà. Lucas se précipita en avant en premier, balançant des coups de poing sauvages que Jean-Pierre évita avec un minimum d'effort. Un pas de côté rapide mit Jean-Pierre en position idéale pour porter un uppercut au plexus solaire de Lucas, le faisant tomber à genoux en haletant. Théo essaya d'attraper Jean-Pierre par derrière, mais des années d'entraînement à la lutte rendirent la prise risiblement facile à briser. Jean-Pierre se tordit hors de la prise de Théo et balaya ses jambes en voyant le garçon plus grand s'écraser sur une table voisine. Les autres membres de l'équipe de rugby hésitèrent, réalisant soudainement qu'ils faisaient face à quelqu'un qui bougeait comme un combattant entraîné plutôt qu'une victime impuissante. Mais Maxime, essuyant le sang de son nez, leur cria d'attaquer, et ils chargèrent à contre-cœur en groupe. Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration. Jean-Pierre se déplaça à travers ses attaquants comme de l'eau coulant autour des pierres, chaque mouvement précis et économique. Une frappe de la paume sur la poitrine d'un garçon l'envoya trébucher en arrière contre le mur. Un balayage de la cheville fit tomber un autre au sol. Un coup de coude parfaitement synchronisé dans les côtes doubla un troisième attaquant, le laissant haletant et inefficace. Maxime, voyant son équipe systématiquement démantelée, saisit un plateau de déjeuner et le balança à la tête de Jean-Pierre. Jean-Pierre esquiva le coup sauvage et répondit par une combinaison que son oncle lui avait enseignée. Un jab rapide au corps suivi d'un crochet à la mâchoire qui envoya Maxime tournoyer au sol. Toute la confrontation dura moins de 30 secondes, mais quand ce fut fini, Maxime et ses 6 compagnons étaient éparpillés dans la cantine à différents stades de défaite. Certains gémissaient sur le sol, d'autres étaient assis contre les murs, tenant des côtes ou des mâchoires blessées, et Maxime lui-même était appuyé contre une table avec du sang coulant encore de son nez cassé. Jean-Pierre se tenait au centre de la destruction, ne respirant même pas fort, ses vêtements à peine froissés de la rencontre. Le silence complet dans la cantine n'était rompu que par le gémissement occasionnel de l'un des membres vaincus de l'équipe de Maxime. « Quelqu'un d'autre veut toucher à mes affaires ?» demanda Jean-Pierre, sa voix portant clairement à travers la pièce. Personne ne répondit. Personne ne bougea. Les élèves qui avaient regardé des semaines d'intimidation systématique avec une indifférence passive fixaient maintenant Jean-Pierre avec un mélange de crainte et de peur, comprenant finalement qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Madame Martin, la surveillante de la cantine, sortit finalement de son choc et se précipita vers la scène. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, regardant autour d'elle le carnage. « Maxime a glissé, » dit Jean-Pierre calmement, redressant son sweat à capuche. Ses amis aussi, groupe très maladroit. Plusieurs élèves hochèrent la tête en signe d'accord, leur voix créant un chœur de soutien à la version des faits de Jean-Pierre. « Ouais, ils sont tous tombés, » dit une fille. « C'était bizarre, » ajouta un autre élève, « comme s'ils avaient tous trébuché en même temps. » Madame Martin avait l'air sceptique, mais sans témoin disposé à contredire l'histoire de Jean-Pierre et l'équipe de Maxime trop hébétée pour offrir un témoignage cohérent, elle n'avait d'autre choix que d'accepter l'explication et d'appeler l'infirmière scolaire. Alors que les élèves blessés étaient aidés à se rendre au bureau de l'infirmière,
Jean-Pierre ramassa calmement ses crayons cassés et ses effets personnels endommagés. Les marques noires sur ses baskets ne disparaîtraient jamais, mais d'une manière ou d'une autre, elles ne faisaient plus mal à regarder. Elles étaient devenues des insignes d'honneur plutôt que des symboles d'humiliation. La nouvelle de l'incident de la cantine s'est répandue dans Victor Hugo comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, l'histoire de Jean-Pierre était devenue une légende, chaque récit ajoutant de nouveaux détails sur ses mystérieuses capacités de combat. Certains élèves affirmaient qu'il était ceinture noire de karaté. D'autres insistaient sur le fait qu'il avait été entraîné par les commandos marines, et quelques-uns suggéraient même qu'il faisait partie d'un programme gouvernemental secret. Jean-Pierre n'a confirmé ni nié aucune des rumeurs. Il a simplement continué ses affaires avec la même dignité tranquille qu'il avait toujours maintenue. Mais maintenant, les autres élèves s'écartaient quand il parcourait les couloirs, non pas par peur, mais par respect. Maxime est retourné à l'école 3 jours plus tard avec son nez dans une attelle et 2 yeux au beurre noir qui le faisaient ressembler à un raton laveur. Sa fanfaronnade avait disparu, remplacée par une prudence attentive chaque fois que Jean-Pierre était dans les parages. Le reste de son équipe a donné à Jean-Pierre une large place, leur ancienne agression remplacée par des regards nerveux et des retraites précipitées lorsque leurs chemins se croisaient. Le changement dans la dynamique de l'école a été immédiat et profond. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Jean-Pierre auparavant ont commencé à hocher la tête en signe de salutation ou à offrir des sourires hésitants. Les professeurs qui l'avaient auparavant négligé ont soudainement semblé remarquer sa présence, et Madame Dubois s'est fait un devoir de louer ses œuvres d'art devant la classe. Plus important encore, le harcèlement quotidien a complètement cessé. Maxime et ses amis ne marchaient plus accidentellement sur les chaussures ou ne faisaient plus tomber les trousses. Les couloirs sont devenus des espaces paisibles où Jean-Pierre pouvait marcher sans constamment surveiller les embuscades. 2 semaines après la confrontation à la cantine, Maxime s'est approché de Jean-Pierre à son casier. La confiance cruelle qui avait autrefois défini leurs interactions avait disparu, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de l'humilité. « Dubois », dit Maxime doucement, attendant que Jean-Pierre le reconnaisse. Jean-Pierre se retourna, son expression neutre mais alerte. « Que veux-tu, le maire ?» Maxime baissa les yeux sur ses pieds, puis releva les yeux sur le visage de Jean-Pierre. « Je veux dire, je devrais probablement… » Il lutta avec des mots qu'il n'avait clairement jamais eu à prononcer auparavant. « Je suis désolé. Pour tes chaussures, tes crayons, tout ça. J'ai dépassé les bornes. » Jean-Pierre étudia le visage de Maxime, cherchant des signes de tromperie ou de sarcasme, mais ne trouva que des regrets sincères. Les excuses ne restaureraient pas le cadeau de sa grand-mère, ni ne remplaceraient ses fournitures d'art cassé, mais elles représentaient quelque chose de plus précieux, la reconnaissance et le respect. « Merci », dit simplement Jean-Pierre. « Mais si tu touches encore à mes affaires, ou si tu embêtes quelqu'un d'autre comme tu m'as embêté, nous allons avoir une autre conversation. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi doux. » Maxime hocha la tête rapidement, comprenant parfaitement que la retenue de Jean-Pierre, lors de leur premier combat, avait été un choix plutôt qu'une limitation. « Ça ne se reproduira plus », promit-il, et Jean-Pierre le crut. Alors que Maxime s'éloignait, Jean-Pierre réfléchit aux événements qui l'avaient amené à ce moment. L'entraînement de son oncle lui avait donné les outils pour se défendre, mais c'est le souvenir de sa grand-mère et la destruction de son cadeau qui lui avaient finalement donné la volonté de les utiliser. Il ouvrit son casier et sortit un nouveau carnet de croquis, un cadeau de Madame Dubois qui avait discrètement remplacé ses fournitures endommagées sans qu'on le lui demande. Les pages étaient propres et pleine de possibilités, prête à être remplie de nouveaux dessins et de nouveaux rêves. Jean-Pierre sourit en se dirigeant vers le cours d'art plastique, ses baskets marquées grinçant doucement contre le sol poli. Les cicatrices qu'elle portait racontaient maintenant une histoire, non pas d'humiliation, mais du jour où un garçon calme a décidé qu'il en avait assez et a rappelé à toute une école que la force se présentait sous de nombreuses formes.
Les couloirs de Victor Hugo étaient devenus un endroit différent, un endroit où le respect était gagné plutôt qu'exigé, où la gentillesse était récompensée plutôt que punie, et où même l'élève le plus calme pouvait trouver sa voie quand cela comptait le plus.